le gros problème aujourd'hui sur Internet, c'est que l'info, elle est partout. Mais Bien sûr. suivant l'angle de vue que les gens vont prendre justement pour accéder à cette information, l'idéologie qui va ou les prismes qu'ils peuvent avoir quand ils ont accès à l'info, peut conditionner des comportements ou peut conditionner des façons de voir les choses qui ne sont pas celles que l'information leur donne, mais celles Absolument. qu'ils ont transformées à travers soit des doctrines ou des idéologies qui parfois, et très souvent, en plus en ce moment sur Internet, on peut s'en rendre compte, amènent vers des dérives. Tu vois ce que je veux dire? Des Absolument. dérives. Et c'est pour ça Absolument. que je veux casser ce prisme du maître et de l'enseignant ou de l'élève ou de la personne, parce que tu sais que moi, j'ai une pensée qui est contre toute forme de gnosticisme, dans le Bien sens sûr. où Bien tu as sûr. l'initié, le profane. Je pense que profondément on a tous l'information. L'holographie de l'univers nous montre que dans le plus petit point de l'univers, tu as l'information du tout. Donc, ça veut dire que déjà, on part du principe qu'on a cette information, on l'a déjà, et, Mhm. et que on réapprend uniquement à reconnecter à cette info globale qui est là. La physique quantique nous le montre. Énormément de domaines aujourd'hui sont d'accord sur le fait qu'effectivement, il y a une espèce d'intelligence réflexive qui nous permet d'accéder à des infos, qu'elles soient tangibles ou intangibles. Et d'ailleurs, Absolument. nos organes en attestent, que ce soit notre cerveau. Il y a une partie du cerveau qui gère l'intangible, une partie du cerveau qui gère le tangible. Et c'est dans notre faculté à rassembler les deux qu'on a vraiment un accès à la réalité. On vit, Absolument. on vit dans un monde qui est beaucoup plus basé sur la subjectivité, c'est-à-dire Mhm. que la vérité, chacun a sa vérité, donc la vérité est soumise au sujet, alors qu'on vit clairement dans un monde objectif où la vérité, Mhm. c'est la vérité Mhm. et le sujet doit se soumettre à cette vérité, pas l'inverse, tu vois. Absolument. Et ce qui fait le mal-être de beaucoup de gens, c'est ce déni de ce qui est vrai Mhm. au profit de ce qu'on pense qui est vrai, tu vois. Donc, Exact. donc Exact. et je pense frontalement que les gens qui contrôlent un peu tout ça s'engouffrent dans cette faille et nous font penser des choses qui ne sont pas vraies. Et donc, Mhm. c'est pour ça que moi, je m'évertue voilà, à casser un peu ce paradigme du profane et de l'initié. Non, on sait tous, mais on a des façons différentes de réaccéder à l'info. Et moi, Information. voilà. Comment tu définis, toi, aujourd'hui, l'éveil spirituel authentique face au contexte chaotique que nous vivons? Je dirais simplement que cette incarnation est spéciale et elle est fondamentale, je le répète souvent, pour que les gens s'en imprègnent. Il ne faut pas rater cette incarnation. Pourquoi? Parce que c'est une incarnation finale, c'est une incarnation de fin de cycle. On est à la fin d'un très grand cycle de 26 000 ans et il ne faut pas s'étonner qu'il y ait autant de paramètres qui bougent dans notre société, au niveau sociétal, au niveau financier, au niveau juridique, climatique, tout. Une arrivée d'enfants venant d'autres mondes pour aider ce passage de la planète. Une connexion qui grandit à une vitesse fulgurante, des ouvertures de facultés qui sont immédiates pour des gens qui ne connaissent pas, qui peuvent être athées un jour et le lendemain être ouverts sur l'invisible. Ce que nous vivons est une opportunité extraordinaire malgré un monde qui devient de plus en plus énergivore. Donc il faut bien prendre le positif de cette situation et s'accrocher malgré tout aux vraies valeurs et à notre fil d'Ariane qui va nous mener vers les mondes de lumière. Donc ce fil d'Ariane, en un mot ou deux mots, je dirais d'abord authenticité et une foi dans les mondes de lumière, dans les êtres de lumière. Et à partir du moment où on avance dans ce sens-là, les choses vont se placer. Elles vont se placer, on va être de plus en plus protégés, etc. Et on va commencer à vivre dans le monde, mais ne pas être dans le monde. C'est un petit peu particulier ce que je dis, mais on va être dans ce monde parce qu'on ne peut pas faire autrement. Notre corps y est, notre corps physique y est. Mais intérieurement, on va être comme au-dessus et ne être moins atteint que les gens qui prennent les choses en pleine face. Ces dernières années, on entend souvent la phrase « réapprendre à ressentir ». Quelle posture concrète suggères-tu dans un monde hyper connecté et anxiogène? L'angoisse vient du mental. Des spécialistes au niveau de la santé disent 100% des maladies, disent-ils,
Alors bon, je pense qu'il y a aussi, pas forcément 100%, mais que l'idée est quand même un petit peu dans ce sens-là, viennent du stress. Et d'où vient le stress? Eh bien, il vient 100% du mental, là, on peut dire 100% du mental. Donc, mais aussi des problèmes de vie, etc. Et aussi des épreuves. Donc, effectivement, là aussi, je mettrai un petit peu un bémol, mais on est quand même à une bonne proportion du stress qui vient du mental. Donc, je reviens par rapport à ça, sur le fait qu'il faut sortir du mental. Il faut nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, que nous n'avons jamais été seuls, que nous sommes accompagnés, que nous sommes guidés, que nous avons toujours été guidés, même si on était enfant et sans forcément avoir conscience de ce qui est spirituel. Tous les êtres humains sont guidés, même les gens qui choisissent le mauvais côté du chemin. C'est un mauvais côté provisoire, et ils reviendront plus tard, mais c'est important de repérer simplement qu'on est aimé, hein, même si on est dans le chemin qui va vers le côté gauche quelque part. Tout le monde est aimé, et on n'est pas aimé quand on est passé dans le mode lumière, ça c'est important. On est aimé depuis toujours en tant qu'être de lumière en devenir. Et là-haut, on nous voit déjà réaliser. Ça, c'est essentiel. Maintenant, j'ai juste envie de dire une chose, c'est que il y a sûrement beaucoup de médecins qui sont d'accord avec moi, sur la politique de santé, qui sont d'accord avec moi sur les effets indésirables des vaccins et la non-efficacité des vaccins, mais qui ont peur de parler. Et je souhaite qu'il y ait de plus en plus de médecins qui parlent, et surtout en France d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui sont même là, il y en a qui sont ici, et qui disent qu'ils sont d'accord, qui sont totalement éveillés, mais qui ont peur de parler. Donc maintenant, en France, vous avez une censure qui est beaucoup plus importante que chez nous. Mais je soutiens. Si un jour, il y a 200-300 médecins en France qui parlent, qui se réunissent et qui disent que la politique de santé a été mal gérée pendant le Covid, que le vaccin n'est pas efficace, que le vaccin est dangereux, qu'est-ce que pourra faire l'ordre des médecins? Rien du tout. Ils pourront rien faire. Et il suffit de trouver 200-300 médecins pour le faire. Exactement. Et ils sont là, ces médecins. Il faut les trouver. Maintenant, il faut trouver une organisation pour les réunir et de toute façon, est-ce qu'ils arrivent à parler? N'ayez pas peur. Alors, justement, c'est ça, c'est ce que j'ai envie de lancer comme message. C'est la peur, mettez-la dans votre poche. À un moment, il faut prendre un risque. D'accord? Ce risque, un jour, moi, je l'ai pris. J'ai décidé, j'y vais. C'était un journaliste comme toi qui était en face de moi. Il dit, on va faire l'interview. Il m'a dit, mais je te préviens, tu l'as fait, tu vas avoir des problèmes. Oui. Je dis, non, j'y vais. Pourquoi? Parce que c'était ma déontologie, quelque part. C'était ma déontologie, c'était de parler, c'était de ne pas cacher ce qui se passait. Bien sûr. D'accord? Vous étiez aligné avec vous. Bon, après, j'ai eu des problèmes, j'ai eu vraiment des problèmes et j'ai été isolé, j'étais seul et bon, je suis arrivé à créer quand même un groupe de médecins qui étaient d'accord avec moi et qui se réunissent régulièrement. Et j'ai envie de dire maintenant, on travaille entre médecins éveillés. C'est-à-dire que les médecins qui sont pas éveillés, ben on travaille pas avec eux. Trop dangereux. Donc ce système-là va créer peut-être la perte. Plus on a de médecins qui sont éveillés, plus on va travailler entre nous. Et ceux qui ne seront pas éveillés, on ne travaillera pas avec eux, ils vont s'isoler par eux-mêmes. On va inverser les choses. Pourquoi se priver de coûts supplémentaires que ce sont les Français qui vont payer la facture de cette idéologie verte? Ce coût des rêves verts qui virent au cauchemar, comme le vivent actuellement les éleveurs dont on abat les troupeaux entiers. Ça continue. Bon. Oui, la fameuse dermatose nodulaire. La fameuse dermatose nodulaire contagieuse. Rappelons que l'essentiel de la politique agroécologique, oui, parce que c'est plus de l'agriculture maintenant, c'est ils appellent ça de l'agroécologie, c'est le nouveau terme qui a été décidé, qui consiste à réduire la production agricole, qu'un rapport de 2022 de la Cour des comptes précise, je cite, l'impérieuse nécessité de réduire vite et beaucoup la taille du cheptel, comme cette dermatose nodulaire contagieuse tombe à point nommé. Bon, ouais. C'est étonnant quand même, ça fait quand même, voilà, c'est des coïncidences sans doute. En tout cas, d'autant que cette maladie, et c'est là où ça fait beaucoup de mal, d'autant que cette maladie se soigne, mais les autorités françaises ont décidé que lorsqu'une seule vache est positive au test PCR, Encore le test PCR. Encore le test PCR, ce qui ne signifie même pas que la vache est malade. C'est le test qui est positif. On a vu les faux
teste les faux positifs, les faux négatifs, etc. Donc, une seule vache, même pas malade, il est automatiquement décidé d'euthanasier le troupeau entier. Comme pour le Covid, je laisse s'y croire ceux qui pensent qu'il s'agit d'une mesure sanitaire. Donc du coup, le petit agriculteur qui a tout un bétail va se retrouver avec la moitié de... Rien, il ne sera même pas dédommagé, rien du tout. Et par contre, on a quand même faire un filon pour quand même vendre la viande, mais qui ne va rien rapporter à l'éleveur. Mais c'est pas possible de faire ça en fait. Eh ben, Ça représente Ils font tout pour les son- vendre après. Ben, je sais pas, mettre dans... Ça finira au kebab du coin, Voilà. c'est ça? Voilà, puis fondamentalement, l'animal est même pas malade de toute façon. Donc, Non, ça après, oui, c'est un autre sujet, mais là pour les ça serait- agriculteurs indépendants, donc du coup, ce sera un moyen pour les agriculteurs indépendants hors les grosses industries. Parce qu'en fait, il n'y a que les grosses industries qui pourront survivre. Ouais, Voilà, exactement. non, mais l'idée, c'est de détruire Les petits agriculteurs, tous les éleveurs, toute l'agriculture. C'est officiel à la Cour des comptes, c'est décidé, ça c'est considéré de la même façon. Laurence, elle en est sûre. Là. Ah ben malheureusement, Elle prend plus de pincettes, là. C'est vrai que ça va toujours dans la même direction. c'est un objectif Les gros. écologique de supprimer l'agriculture et l'élevage français. Oui, mais comment là on laisse... Au nom de l'agriculture, au nom de l'écologie, pardon. Ce que je veux dire aux gens, c'est que vous ne laissez pas intimider. Vous avez le droit de rire de ce pouvoir. Et en fait, ce pouvoir est risible et ne supporte pas qu'on en rit. Hein, voilà. Donc, c'est pas compliqué. Il faut quand même avoir un esprit de dérision. Je veux dire, c'est pour ça qu'on a supprimé les guignols de l'info. C'est pour ça qu'on a supprimé toutes les soupapes. D'ailleurs, on voit Bruno Gassio des fois sur X. Il se dit, si j'avais été aujourd'hui en poste au guignol avec l'affaire Brigitte, on se régalerait, quoi. Donc, ne pas hésiter aussi à rire, à avoir cette soupape, en sachant que bon, il y a cette affaire qui court. Moi, j'ai toujours analysé cette affaire et c'est pas, je l'ai analysée à mes dépens. Hein. C'était la seule qui les emmerdait, c'est-à-dire quand j'ai vu les moyens qui étaient employés, alors qu'en plus on n'avait jamais de réponse. Hein, parce que, comme je te dis, si je t'accuse d'être une femme, c'est une accusation qui est nulle et non avenue. Alors nous, on a vraiment posé des questions, on n'a jamais eu de réponse. Du coup, on a enquêté pour apporter des réponses. Nos réponses ont été et nos conclusions ont été publiées dans Devenir Brigitte et n'ont jamais été démenties. Et je le répète, parce que ça, vraiment, j'y tiens, personne n'a jamais été poursuivi pour avoir écrit que Emmanuel avait connu Brigitte Macron quand il avait 14 ans et que leur relation s'était nouée quand il était mineur et que Brigitte Macron était né Jean-Michel Trogneux et il vivait sous l'identité de naissance de sa sœur depuis le milieu des années 80. Donc voilà, toutes ces conclusions-là sont très nettes. Et ensuite, il y a tout l'entourage présidentiel qui les a mis au pouvoir. Dans quel but? Et dans un but de destruction de la France, en vendant à ce gamin qu'on a recruté dans un atelier théâtre, qu'il serait le nouveau Charlemagne et qu'il serait le nouvel empereur de l'Europe, une fois qu'on aurait explosé les pays européens par la dette et par la guerre. Voilà. Donc il est sur un agenda de très très grande destruction. Donc c'est un danger public et nous soutenir et c'est pas seulement nous soutenir, quoi, c'est essayer de faire quelque chose pour ce pays et de se débarrasser des gens qui veulent le détruire. Merci à toi, cher Xavier. C'est de base qui n'implique aucune autre opinion politique que de souci de son pays et de sa patrie. Trump élargit son réquisitoire aux menaces invisibles qui ont secoué l'humanité. Il appelle à stopper les armes biologiques et nucléaires. Des expérimentations imprudentes au-delà des frontières ont causé la pandémie. Il parle du Covid, une expérimentation mondiale dévastatrice issue d'armes bactériologiques. Une bombe devant l'ONU. Certaines nations persistent avec des pathogènes fabriqués. Un danger inacceptable, affirme Trump. Il continue, il annonce que son administration lancera une convention internationale pour mettre fin à ces expérimentations. Pourquoi l'ONU n'a-t-elle jamais enquêté sur ces laboratoires? Cette révélation change-t-elle tout? Vous comprenez pas ce qu'il dit? Je vous invite à aller voir son discours, c'est juste surréaliste. Il a accusé tout le monde d'avoir fabriqué le Covid. Oui, une arme bactériologique. On parle plus d'un pangolin et d'une chauve-souris. On peut continuer. L'immigration massive détruit l'Occident et l'Europe. Les caravanes de 20 à 30 000 personnes, fini. Ces routes sont des sentiers de mort, viols, trafic humain, assassinats.
Sous Biden, 25 millions de migrants illégaux ont franchi la frontière sud en 4 ans avec l'aide de l'ONU. Trump ramène l'ONU à ses contradictions, liant son rôle à l'aggravation des crises mondiales. Il accuse l'institution de financer une immigration incontrôlée qui ruine les nations avec un budget de 372 milliards pour fragiliser les frontières occidentales. Carte bleue, nourriture, aide directe aux illégaux. On ne doit pas financer les invasions comme l'ONU le fait. L'Europe subit une invasion silencieuse, expulsez-les, leaders européens. Pas de politiquement correct face au danger. Le maire de Londres, un travail horrible, une ville au bord de la charia. Trump exhorte, défendez vos cultures, vos racines, chaque nation contrôle ses frontières. En Allemagne, 50% des prisonniers sont étrangers. En Autriche, 53%. En Suisse, 72%. Ils payent la gentillesse par le crime. Les caravanes, routes de viol, de trafic humain, de meurtre, pire encore. Trump révèle, sous Biden, 300 000 enfants ont disparu, trafiqués, violés, vendus. Les médias n'en parlent pas. Son administration a retrouvé 30 000 de ses enfants, réunis avec leurs familles dans leur pays d'origine. Ce trafic d'enfants est diabolique, le fruit de l'agenda globaliste. Cartels et gangs sont désignés organisations terroristes, sans pitié. Fin du trafic maritime de drogue, notamment du fentanyl qui tue des millions. Tentez d'entrer et vous serez anéantis. Pourquoi l'ONU finance-t-elle cette crise? Trahit-elle les nations qu'elle prétend protéger? Trump tonne. Ce qui s'est passé est inacceptable. On ne doit pas financer les invasions comme l'ONU le fait. Pourquoi l'ONU soutient-elle ces crises? Combien de nations sombreront avant une réaction?